Bienvenue sur la chaîne Les Lectures de Cyril. Aujourd'hui, Frères de sang. Mulholland Drive. Des maisons de milliardaires, des portails énormes dotés de systèmes de sécurité électronique, caméras, codes, gardes du corps en uniforme, chiens méchants aux crocs luisants. Un monde de rêve? Il règne dans ce quartier de Beverly Hills une atmosphère de paranoïa luxueuse. Un journaliste américain l'a parfaitement décrite ainsi. Je me sens cerné par l'œil rouge et féroce des alertes électroniques. Les propriétaires de ces maisons semblent hurler devant chaque porte blindée « C'est à moi, essayez de me le prendre et je vous tue !» Et ils sont sérieux. Nous avons affaire ici à l'expression parfaite du syndrome américain de la sécurité à tout prix et à coups de milliards. Mulholland est le dernier rempart de Beverly Hills au flanc de Santa Monica et de la côte Pacifique. On y trouve près de 500 instituts de beauté pour 8 librairies seulement. Le moindre pantalon en jean coûte une fortune en dollars. Il est plus facile d'y louer une Rolls que d'y acheter une paire d'espadrilles. Et il est rare de croiser une femme qui ne soit pas passée par les mains magiques d'un chirurgien, visage refait, rides effacées et seins en silicone. Comme si la fortune pouvait à jamais reculer le temps. Malgré cette débauche de luxe et de richesse, nul ne s'y sent en sécurité. Sinon, pourquoi construirait-on de telles forteresses derrière lesquelles les gens vivent dans la peur d'être kidnappés, assassinés, violentés de toutes les façons? La police de Beverly Hills publie une statistique rassurante. 2 meurtres par an. L'année 1988 vient de remplir son quota en une seule nuit. La magnifique villa de José et Kitty Menendez, en dépit de son système de sécurité, des multiples interphones, caméras et fermetures blindées, offre à la police une vision d'épouvante en ce 20 août 1989 à minuit. José Menendez, 45 ans, immigré cubain à l'avènement de Castro, a fait fortune en Amérique. Il dirige une énorme société de programmes vidéo, laquelle appartient à une autre énorme société de production, laquelle doit une partie de sa réussite à la production de Rambo 2. Il est également à la tête d'une société de production de musique, International Video Entertainment. Le Wall Street Journal a publié récemment les bénéfices de ce holding en le situant en tête des sociétés concurrentes. Son épouse Kitty, 47 ans, lui a donné 2 fils, Lyle, 21 ans, et Eric, 18 ans. Ils vont à l'université en Alfa Romeo rouge. Lyle a des prétentions de scénariste. Eric voudrait devenir joueur de tennis professionnel. Le 20 août 1989, vers minuit, c'est la voix de Lyle, hystérique, qui appelle la police de Beverly Hills. « Au secours! Ils ont tué nos parents! Au secours !» Le correspondant entend également crier « Eric, éloigne-toi! Ne regarde pas !» Vision d'horreur, pire que dans le pire des films d'hémoglobine. Le couple a été massacré, mis en morceaux à coups de carabine à pompe. 5 balles, dont une dans la nuque, ont fait exploser le corps de José Menendez. Son épouse a subi le même sort, 10 balles en tout. Les cadavres sont méconnaissables. La pièce dans laquelle il se trouvait ce soir-là, regardant tranquillement la télévision, offre un spectacle insoutenable. Lyle et Eric, les 2 fils de la famille, expliquent à la police qu'ils ont trouvé la porte ouverte en rentrant du cinéma un peu avant minuit. Ils avaient décidé d'aller voir le nouveau James Bond, Permis de tuer. Mais le film étant trop long, ils ont changé de salle pour aller voir Batman. En sortant, ils se sont rendus au festival annuel des restaurants chics de Santa Monica, puis ils ont cherché à rejoindre un ami dans un restaurant de Beverly Hills, mais ne l'ont pas trouvé et sont donc rentrés chez eux quelques minutes avant minuit. La porte blindée donnant sur la rue n'était pas verrouillée. Celle de la maison était ouverte et, dans le salon, près d'une table à café où se trouvaient encore 2 coupes de framboises à la crème, ils ont découvert les corps de leurs parents. Cette double exécution sanguinaire ressemble à un règlement de compte. José Menendez avait donc des ennemis. Et où peuvent se cacher les ennemis d'un immigré cubain milliardaire? Mafia, CIA?
dans son énorme holding, une branche vidéo est spécialisée dans les films pornographiques. Mafia? D'un autre côté, selon les informations données par les deux garçons, José Menendez serait un activiste très engagé politiquement en faveur de la chute de Castro. CIA? Durant quelques semaines, des investigations poussées dans les deux domaines n'ouvrent aucune piste. La fortune des Menendez est considérable. Cette magnifique demeure n'était d'ailleurs pour eux qu'une résidence provisoire, le père faisant construire un véritable petit château dans un quartier de Beverly Hills encore plus huppé, où la famille attendait de déménager. Beverly Hills est en ébullition. Des tueurs ont réussi à franchir les murs en principe inviolables de l'une des propriétés les mieux gardées. Tout le monde en parle. À qui le tour demain? Renforcement des gardes du corps, multiplication des chiens aux crocs tueurs, ronde de police doublée, l'ambiance est à la paranoïa. Les producteurs de films et tout le petit monde de l'industrie vidéo s'associent à la police pour tenter d'établir une liste de suspects possibles. Qui avait intérêt à éliminer personnellement José Menendez, à anéantir sa société? Autrement dit, à qui profite le crime? Il a été abattu le premier, le meurtre de son épouse pourrait être une bavure du tueur. Certains détails toutefois ont intrigué la police dès le début. Les deux fils de la maison sont incapables d'apporter la preuve qu'ils étaient au cinéma ce soir-là. Ont-ils réellement assisté à la séance de Batman? Pas de ticket d'entrée, pas de témoins. Quelque temps après le double assassinat, un camarade de Lyle à l'université a découvert une douille dans la poche de l'une de ses vestes. Puis c'est au tour de la sœur de José Menendez, la tante des deux garçons, de signaler un détail curieux. Le testament du père, dans sa dernière version, avait été établi sur l'ordinateur familial. Elle se souvient que ce document a été détruit, accidentellement, par Lyle. Il s'agissait du ou des bénéficiaires d'une assurance vie dont la prime arrivait à échéance au bout de 9 années en 1989 pour un montant de 14 millions de dollars. Or, cette prime, en l'absence de tout testament disant le contraire, revient d'office à Eric et Lyle. 14 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent pour deux jeunes gens qui d'ailleurs en profitent immédiatement après la mort de leurs parents. Lyle devient propriétaire d'un restaurant à Princeton. Eric, qui adore le tennis et voudrait devenir professionnel, s'offre les services d'un entraîneur particulier, achète une Porsche et les deux garçons font du shopping. Des vêtements de luxe achetés à l'appel en quelques minutes, y compris 3 montres Rolex en or et platine. Il est évident que le deuil de leurs parents ne les empêche pas de vivre, au contraire. Leur entourage immédiat constate que cette mort les a libérés. Lyle se prend pour le grand patron de son restaurant qu'il a l'intention d'agrandir et de franchiser. Eric se prend pour le nouveau McEnroe. Petit à petit, l'enquête s'oriente sur eux, selon un raisonnement classique. Là où il y a testament, il y a une possibilité de crime. La personnalité des deux jeunes gens se dessine alors différemment au fil des témoignages. En novembre 1989, un camarade d'Eric et Lyle, du nom de Craig, vient raconter à la police une étrange histoire. 10 jours après la mort de ses parents, Eric m'a avoué qu'ils étaient coupables, qu'ils avaient commis le crime parfait, et que c'était une idée de Lyle. Lyle aurait dit « On y va, toi tu t'occupes de maman ». Eric m'a dit qu'il ne pouvait plus supporter de se taire. Puis son frère est venu me dire qu'Eric racontait des bêtises, en me menaçant si je faisais allusion à cette conversation. Sur le moment, je ne savais pas qui croire, mais il y a le scénario que nous avons écrit ensemble. Autre histoire étrange en effet. Lyle, qui se pique de devenir scénariste, a écrit le scénario d'un film, 60 pages dans lesquelles il raconte comment un fils assassine ses parents pour récupérer un héritage de 157 millions de dollars en commettant le crime parfait. Le scénario en question a d'ailleurs été tapé par la propre mère de Lyle 1 an auparavant. Il n'a convaincu personne dans le milieu cinématographique. Il est probable que le père ne l'a pas trouvé génial. Il est d'ailleurs maladroit, simpliste et pour tout dire mauvais. Mais révélateur. Et ce que la police ne connaît pas encore, c'est la version d'un psychiatre.
Comme la plupart des Américains riches, les deux garçons sont suivis par un psy. Une thérapie rendue nécessaire, selon leurs parents, par leur comportement. À raison de 300 $ la consultation. De bons clients. La scolarité d'Eric et de Lyle n'a pas été de tout repos jusqu'ici. Absentéisme, bagarres, tricheries diverses, vols et même arrestations. Le papa, fort mécontent, aurait sévi. Punition d'abord, psy ensuite. Or, au début de l'année 1990, voici qu'une jeune femme se présente à la police et que l'affaire devient aussi démente que compliquée. Je m'appelle Judy, je suis la maîtresse du docteur O, le psychiatre d'Eric et Lyle Menendez. J'ai peur, il a peur, même sa femme a peur. Je ne peux plus me taire. Voilà, ça s'est passé le 31 octobre 1989. Eric était chez le psychiatre et tout d'un coup il a craqué, il a dit « C'est nous qui l'avons fait. Nous avons tué nos parents. » À ce moment-là, le docteur n'enregistrait pas la conversation sur cassette comme il a l'habitude de le faire en séance de thérapie. Il a appelé Lyle au téléphone pour lui demander des explications sur les déclarations de son frère. Il lui a ordonné de venir le voir immédiatement. Lyle est arrivé aussitôt, il était furieux. Il a menacé le psychiatre, lui interdisant de révéler quoi que ce soit sur les élucubrations de son frère. D'ailleurs, il était tenu, selon lui, par le secret médical. Et s'il faisait une quelconque révélation, sa carrière serait fichue. Lyle se chargerait de le démolir, et il se chargerait aussi de sa femme, et de moi. Comme le docteur Rowe n'avait pas de preuve du récit d'Eric, il lui était difficile d'aller plus loin. Il s'est contenté d'enregistrer personnellement ses notes sur ce que lui avaient déclaré les deux frères. Il a prévenu sa femme, il m'a prévenu aussi, et depuis nous vivons dans l'angoisse d'une vengeance. Moi je ne peux plus supporter cette situation. Depuis cette histoire, il m'a mise sous traitement médical. Il cherche à me faire interner pour se débarrasser de moi. Le médecin confirme, sauf l'accusation de sa maîtresse de vouloir la rendre folle. En réalité, ils ont rompu leur relation depuis cette histoire. Cette fois, la police décide de procéder à l'arrestation des deux frères. Lyle est interpellé le premier à son restaurant. Eric est cueilli à la descente d'un avion. Il revenait d'Israël où il venait de disputer un tournoi. Et ils nient tous les deux avec une fermeté et un calme remarquables. 1990, il nie. 1991, il nie. 1992, il nie. Jusqu'au moment où la Cour suprême des États-Unis décide de reconnaître comme légale et représentable devant un jury la version du docteur O. Jusque-là, la question se posait de savoir si la rupture du secret médical était acceptable. Soudain, coup de théâtre, arrivée d'une avocate aux dents longues qui se charge de la défense de Lyle, le principal accusé. Celle d'Eric étant assurée par un autre défenseur. Maître Lansing a mis au point un système de défense. Les garçons vont plaider coupables, mais avec la légitime défense. À nos yeux d'Européens, ce système peut paraître bizarre. Mais aux États-Unis, et surtout dans l'État de Californie, un meurtre au premier degré, c'est-à-dire avec préméditation et sans circonstances atténuantes comme la légitime défense par exemple, peut être passible de la peine de mort. Lyle et Eric risquent donc la chaise électrique. Sauf si Maître Lansing parvient à convaincre le jury qu'ils ont agi non pas pour récupérer un héritage, mais en état de légitime défense. Quelle serait donc cette légitime défense justifiant le massacre à coups de fusil à pompe de José Menendez et de son épouse? Les deux garçons craignaient pour leur vie. Ils ont été victimes depuis des années d'abus physiques, moraux et sexuels de la part de leur père. Lorsque le procès s'ouvre en septembre 1993, Maître Lansing déclare « José Menendez a abusé de son fils Lyle entre l'âge de 6 et 8 ans. Il s'est attaqué à Eric à l'âge de 12 ans et peu de temps encore avant le meurtre. Lyle a maintenant 25 ans, Eric 22. À 2 reprises, Lyle a affronté son père au sujet d'Eric. La première fois, Lyle avait 13 ans. La seconde fois se situe quelques semaines avant le drame. Au cours de cette dernière confrontation entre l'aîné et son père, José Menendez serait devenu enragé, hurlant que quiconque parlerait de ce secret n'aurait plus le droit de vivre. Il aurait ajouté « Eric est mon fils, j'ai le droit d'en faire ce que je veux, quand je veux. Personne n'a le droit de me menacer,
personne n'a le droit de détenir un pareil secret capable de me détruire. Pas même toi. » Bien entendu, le témoin vedette est le psychiatre. Maître Lansing va s'acharner sur lui et tenter de rendre son témoignage non crédible. Car le psy n'a jamais entendu Lyle ou Eric parler d'abus sexuels et pourtant il les suit depuis des années. Lorsque Eric lui a confessé le crime, il n'a d'ailleurs rien évoqué de tel. Il considérait son père comme un personnage d'une grande moralité. Il a ajouté qu'il n'avait pas prévu de tuer leur mère, mais que Lyle en avait décidé ainsi pour que le crime soit parfait. Le docteur O résiste à toutes les attaques de l'avocate déchaînée. Lyle baisse la tête. Eric est au bord des larmes. Le procureur maintient sa version de préméditation, rappelle l'absence d'alibi, le comportement dispendieux des deux frères après le crime, le testament disparu, qui devait probablement les empêcher de toucher la prime de 14 millions de dollars, leur père étant mécontent d'eux. Mécontent seulement. Certes, José Menendez passe pour un homme autoritaire. Il espérait mieux de ses deux fils que leur paresse, leur goût du luxe, leur bagarre due à l'alcool, leur errance perpétuelle dans les hauts lieux de la jeunesse dorée californienne. Il en avait le droit et le devoir. Maître Lansing revient à la charge en décrivant l'enfance et l'adolescence des deux garçons comme une humiliation permanente. Lyle faisait encore pipi au lit à l'âge de 14 ans et son père lui jetait le linge souillé au visage devant tout le monde au petit déjeuner. Il se montrait avec ses enfants abominablement possessif et dominateur. Il exigeait d'eux la perfection. Ses fils devaient être à la hauteur de sa propre réussite. Il avait les plus hautes ambitions pour eux, pour l'un champion de tennis, pour l'autre sénateur, voire président des États-Unis ou même libérateur de son pays d'origine, Cuba. Et il les ridiculisait à la moindre erreur. Un jour, il a même tué le petit lapin de Lyle. Et lorsque Lyle a demandé à sa mère où se trouvait le lapin, elle lui a dit d'aller voir son père. Le père a traîné le gamin jusqu'à une poubelle, a ouvert le couvercle et lui a montré l'animal la tête écrasée. Une autre fois, c'est la mère qui, voulant se suicider, s'est mutilée elle-même avec un couteau pour faire couler son sang sur le corps de Lyle. Chaque instant de la vie de ses enfants, clame Maître Lansing à l'adresse du jury, était une torture. Ce procès doit vous entraîner derrière les façades de ces maisons luxueuses, de ces voitures de rêve, de ces réceptions somptueuses. Derrière ces murs se dissimule la réalité, celle de la vie de Lyle et d'Eric aux côtés d'un père obsédé, d'une mère abrutie de tranquillisants dans une prison de luxe. Ils n'ont agi que pour sauver leur vie, par légitime défense, un réflexe de survie après des années d'abus sexuels et psychologiques. Sa plaidoirie dure des heures, et voici que plus rien n'est simple. Ce procès qui horrifiait l'Amérique, ces deux jeunes gens monstrueux, décadents, qui ne pensaient qu'à l'argent et au plaisir, offrent à présent des visages de victimes. Inceste, relations extra-conjugales du père, usage de drogue par la mère, l'avocate ne laisse rien passer, abreuvant le jury durant 6 semaines de tous les détails sordides, fouillant la vie privée de José et Kitty Menendez comme si elles vidaient une poubelle. Les témoins qui défilent à la barre parlent, eux, d'une vie tout à fait normale en apparence, d'une famille parfaite. La presse publie de magnifiques photographies de José et Kitty entourés de leurs beaux enfants, avec ce titre « Pourquoi ?» Parce que papa était un obsédé ? Obsédé par l'ambition de faire de son fils une star du tennis et de faire de l'autre un homme politique important ? Ou obsédé par des pulsions sexuelles contre nature ? Parce que maman était dépressive, droguée, humiliée par les aventures de son époux et se vengeant sur ses fils ? Lyle et Eric sont appelés à la barre comme témoins de leur propre défense. Ils vont tenter d'expliquer, de contrer l'accusation qui, elle, n'admet qu'une chose, le milieu familial était sévère, le père sans indulgence pour ses feignants fils, mais cela ne justifie en aucun cas la légitime défense. Comment prouver des abus sexuels aussi anciens ? Le professeur Peter Arella, qui enseignait le droit criminel à l'Université de Californie, déclare « L'abus sexuel est systématiquement utilisé par la défense dans les affaires de mineurs ayant tué un parent. Il reste que Lyle avait 21 ans
au moment des faits et Eric 18. Il y a deux issues pour le jury à ce procès. L'une consiste à dire « ils n'ont été victimes d'aucun abus sexuel ». L'autre « ils ont subi des abus sexuels, mais ils étaient adultes, de jeunes adultes certes, mais capables de trouver une autre solution à cette situation que le meurtre ». À leur âge, ils sont dans le même cas de figure que les femmes battues, lesquelles affirment avoir tué leurs époux après des années de sévices. Mais de tels meurtres se produisent généralement immédiatement après une bagarre violente, une altercation de plus, des menaces immédiates, un danger physique. Rien ne permet de dire que les deux fils Menendez étaient dans cette situation la nuit du 20 août 1989. Selon ces derniers, ils se trouvaient dans la situation suivante. Lyle a affronté son père une dernière fois, quelques jours avant le meurtre, en lui reprochant d'abuser d'Eric, et c'est alors que le père a lancé ces terribles menaces. Craignant pour leur vie, les deux frères achètent alors 2 fusils à pompe dans un magasin de sport de San Diego, l'accusation l'a prouvé, et ils exécutent leurs parents alors que ceux-ci regardaient la télévision au salon en dégustant des framboises à la crème. 15 balles en tout, qui les ont rendus totalement méconnaissables. Après quoi, ils mentent, s'inventent un alibi, dirigent la police vers des pistes fumeuses, mafia, CIA, règlement de compte entre sociétés concurrentes. Ils touchent l'assurance et mènent grand train. Qui croire ? Le procès est reporté au 14 décembre 1993. 14 cassettes d'enregistrement des séances de thérapie appartenant au psychiatre des deux jeunes gens vont être décortiquées. C'est une première en ce qui concerne le secret médical. On dit qu'elles contiennent des preuves accablantes contre les deux frères. En revanche, elles ne contiendraient aucune information concernant les abus sexuels avancés par la défense. Préméditation machiavélique des deux jeunes gens odieux ou instinct de survie, pulsion de vengeance. L'Amérique attend. À Los Angeles, l'histoire est devenue une sorte de feuilleton. La télévision a retransmis en direct de grands extraits des débats. Mais les observateurs sérieux ne donnent pas la moindre chance aux deux frères d'échapper à la peine de mort. Et pendant ce temps, des scénaristes planchent sur un téléfilm. Quelle version vont-ils choisir ? Le paradis perdu de 2 adolescents perturbés et violentés ? Ou bien le meurtre au premier degré avec la chaise électrique sur fond de générique ? Si ma lecture vous a plu, je vous propose de mettre un petit pouce bleu d'encouragement et de vous abonner à la chaîne. Merci pour votre écoute.